Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là parmi vous pour le deuxième webinaire francophone de Diagnostics Education. Cette fois, j'ai un immense plaisir de modérer et de présenter mon ami confrère et je dirais même mentor parce qu'il est inspirant comme personne, Dr Sofiane Zakaria Asdad. Il est un pathologiste, il est inventeur, c'est important. C'est un des rares healthcare entrepreneurs médecins et il est aussi cofondeur et CEO d'Algoscope. Je pense qu'il va en parler, mais c'est véritablement une start-up qui a révolutionné le pré-analytique en anapath sur le continent européen et même avec des extensions en Afrique. C'est à lui tout seul un pont entre la médecine clinique, le device, la régulation et surtout, ça va être peut-être le sujet principal d'aujourd'hui, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le workflow anapath. Donc, excusez-moi, Dr. Asdad focus énormément sur la modernisation des étapes préanalytiques, qui sont un élément clé, on le sait très bien, soit dans le diagnostic actuellement, mais surtout dans la génomique et dans la médecine de précision. Tout ceci, c'est dans l'intérêt de nos patients pour un workflow, je dirais, safe et régulé. Toujours un plaisir, Soufiane, de te voir. Je te passe la main et pour rester aussi dans les temps, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Hicham. Merci pour cette introduction. Peut-être un petit peu, je dirais, trop d'honneur et un peu exagéré. Donc, je me vois pas comme un mentor, hein, tu es plutôt le mien. Donc, je remercie également Diagnostics Education pour l'invitation et l'opportunité de présenter ce webinaire. Veuillez nous excuser pour le petit faux départ. On a eu un problème technique et les autres ne pouvaient pas se connecter. Donc, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde. Donc, je voulais vous expliquer rapidement qu'est-ce que Diagnoxia aussi. C'est un service, grosso modo, d'anapath digital mondial qui connecte un réseau de laboratoires à plus de 250 pathologies experts à travers le monde sur une plateforme entièrement digitalisée qui leur permet d'offrir une prise en charge et de mobiliser de l'expertise partout à travers le monde. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de l'infobésité, un terme que j'ai mis sur LinkedIn qui doit un petit peu euh, euh, être un peu intriguant et c'est un terme que j'aime bien parce que c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. On est sous l'eau, il y a énormément d'informations scientifiques qui n'arrêtent pas d'être publiées. Bon là, les volumes n'ont pas doublé, j'étais un peu marseillais sur les bords, mais le constat c'est que on a un plus 59% de publications de 2013 à 2023, donc 50, plus 60% en 10 ans. Et je pense que l'IA y est pour quelque chose, hein, depuis l'apparition des modèles de langage large comme ChatGPT. On a une accélération des publications de 13%, donc l'IA contribue paradoxalement à ce problème. Donc on nous demande de plus en plus de choses à moyens humains, on nous demande des classifications, des recommandations complexes, des marquages, PDL1, CPS, etc. Et notre journée, elle fait toujours 24 heures, on peut pas, le temps se stretche pas. Et notre défi en tant que pathologiste, c'est de jongler avec cette abondance d'informations, essayer d'utiliser ces informations au bon moment, quand des fois derrière le microscope, on a besoin de combler un trou de mémoire, on allait classiquement sur le même taux de pathologie de Roche ou sur le pathologie outline. Mais parfois, on a besoin de se mettre à jour et ça nécessite de se concentrer. Bon, Hicham a très bien, même trop bien présenté, mais pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui? Je suis avant tout un pathologiste de formation et malheureusement, ça fait 2 ans que j'ai pas de l'ULDAM, hein, malgré qu'Hicham m'a toujours dissuadé et me le reproche. Mais c'est exactement grâce à ces outils que j'essaie de me mettre à jour et pas oublier ma compétence métier. Et je vais sans plus attendre rentrer dans la matière. Donc, tout le monde a déjà entendu parler de ChatGPT. C'est quoi? C'est un grand modèle de langage ou Large Language Model qui vous permet de faire énormément de choses, des outils merveilleux pour régler pas mal de choses, avoir accès à de l'information, régler des problèmes. Mais c'est une technologie qui est euh, faillible parce qu'elle est euh, sujette à ce qu'on appelle des hallucinations. Je vais expliquer ce que c'est après. Et je vais aussi vous parler de quelque chose qui est beaucoup moins connu. Ce sont les RAG, ou Retrieval Augmented Generation. C'est un type particulier de modèle de langage que je vais vous expliquer juste après.
Donc si j'ai une métaphore à vous faire, c'est que le LLM classique, c'est comme un étudiant brillant, vraiment brillant, qui sait tout faire et qui connaît énormément de choses, mais qui répond de mémoire, de tête. Mais en plus d'être brillant, cet étudiant, il est un petit peu psychopathe sur les bords parce qu'il est capable de vous forger de toutes pièces des éléments quand il ne sait pas, juste pour faire illusion, parce qu'il préfère faire ça que de vous dire qu'il ne sait pas. Donc, si vous les avez déjà utilisés pour rédiger des articles, ça c'est d'une très grande aide. Mais le souci, c'est qu'il est capable de vous halluciner des articles qui n'existent pas, avec des titres vraisemblables, avec des faux auteurs, avec des faux DOI. C'est très, 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 entre guillemets, convaincant. Et si vous avez la malheureuse expérience d'envoyer ça à un magazine sans vérifier, vous risquez de vous ridiculiser. C'est d'ailleurs un gros souci parce que à partir de 2023, on a commencé à retoquer pas mal d'articles. Excusez-moi, je crois que les informations étaient là. C'était à peu près une douzaine de pourcents des articles contenaient des traces de rédaction avec des modèles de langage. Donc c'est quelque chose de très commun. Il y a beaucoup de monde qui utilise ChatGPT ou autre pour écrire leurs articles, mais c'est dangereux et ça, il faut que vous le sachiez. Et du coup, c'est quoi la solution? La solution, ça serait d'utiliser un RAG, parce que le RAG, contrairement au LLM classique, la métaphore serait plus un étudiant qui a un examen à livre ouvert et qui doit répondre tout le temps en citant ses sources. Donc ça permet de sécuriser la véracité des propos. Et il y a un papier qui est sorti sur Lancet Digital Health qui a montré que bien prompté, bien paramétré, un RAG est arrivé à zéro hallucination dans une étude. Donc c'était quelque chose qui était carrément impossible avec des LLM classiques. Et c'est justement pour ça que je vous parle de RAG, c'est qu'il y a un RAG qu'on utilise sur un site que vous connaissez tous. Donc c'est Pathology Outline, hein, une référence mondiale. Pour l'histoire, c'est un site qui a été fondé par le docteur Nat Pernick en 2001. Initialement pour mettre ses notes d'interne, hein, il a commencé avec simplement 5 chapitres à l'époque. Donc c'est un site qui célèbre sa 25e année aujourd'hui, la plus grande encyclopédie vivante de données en un gratuite, maintenue à jour par un gros comité d'à peu près 2000 auteurs contributeurs qui sont bénévoles, je le rappelle. Et depuis janvier, Nat, entre guillemets, raccroche un petit peu même bien qu'il reste très impliqué. C'est une nouvelle CEO qui s'appelle Rosie, d'ailleurs, si elle est là, je l'embrasse. Et Pathology Hotline, c'est surtout un site qui compte 80 000 connexions par jour, donc je pense le site le plus vu par les onapathes, et qui comptabilise pour 2024 29 millions de sessions. Et à peu près 87% des utilisateurs clament l'utiliser plusieurs fois par semaine et la moitié à peu près une fois par jour. Quand j'étais interne, j'étais tout le temps dessus, j'avais toujours une fenêtre ouverte quelque part. Et je vous raconterai rapidement l'histoire parce que ça m'a fait très bizarre d'un site qui était très familier pour moi me retrouver dedans. Donc l'histoire a commencé en 2024 où c'était une simple poignée de main. J'ai reconnu le visage de Nat Pernick et je suis parti lui serrer la main pour lui dire quelque chose. Je tenais juste à vous dire merci parce que votre site m'a bien aidé quand j'étais interne et durant mes premiers emplois. Et il a vraiment beaucoup apprécié. Il m'a dit, est-ce que je peux te filmer pendant que tu dis ça? Donc voilà, j'ai fait un petit témoignage audio, I Love Pathology Hotline. Et je vous ai mis cette photo en grand, c'était juste pour montrer que derrière, bon, c'était notre stand et juste à côté, il y avait Diagnexia. Et à chaque fois qu'on fait un congrès, on se retrouve pas loin d'eux, comme quoi c'est la providence. Et j'ai eu l'idée de me dire que ce site qui marche très bien, qui avait un petit bémol à mon goût, c'était le moteur de recherche qui était une recherche enhanced by Google. Je me suis dit que c'est dommage, à l'ère de l'IA, de ne pas pouvoir le moderniser. Du coup, je leur ai soumis cette idée qui leur a beaucoup plu. Donc, on a développé un RAG qu'on a appelé PathaOutPal. Et depuis septembre de l'année dernière, c'est-à-dire au Congrès européen de Vienne, à l'ECP, c'est-à-dire en un an, l'idée et le projet a été fait assez rapidement. Et aujourd'hui, il est en ligne gratuitement. Il suffit d'aller sur le site. Hein. D'ailleurs, je vais faire une petite démo tout de suite pour vous montrer comment ça marche. Et vous avez une petite bulle où il y a écrit IA. Donc rapidement, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc quand vous cliquez sur cette petite bulle,
où la pâte à haute pâle s'affiche, vous pouvez l'agrandir et lui parler comme si vous parliez à un humain. Donc vous pouvez lui poser des questions. Il marche mieux en anglais, mais si l'anglais c'est pas votre force, ça marche aussi en français. Et à la différence de ChatGPT, c'est que là, il va vous donner des références directement. Par exemple, j'ai une lésion de cutanée maligne. Quels critères de malignité je pourrais en- comment Pram pourrait m'aider à trancher sur la malignité, bah, je lui ai posé la question et il m'a répondu en donnant une source. Donc à chaque fois qu'on pose une question, il cite ses sources à la fin et en cliquant dessus, vous pouvez aller directement à l'endroit précis où il a pris cette information. Donc au lieu de, voilà, de chercher manuellement, vous avez la réponse et elle est étoffée par les textbooks, les chapitres dans lesquels la réponse a été prise. Donc c'est quelque chose d'assez agréable à l'utiliser. Disclaimer, je dis, il marche un peu mieux en anglais qu'en français, mais le français fonctionne quand même. Donc, par contre, excusez-moi, je crois que vous ne voyez pas, vous, est-ce que Hicham, est-ce que vous êtes sur, vous voyez la présentation ou la fenêtre du site? Pour l'instant, on est toujours sur la fenêtre du site. Elles Du sont site dans... Pâte à haute pâle, c'est bon? Ouais, mais c'est bon, je pense qu'on suit. Ok, Tu c'est peux... bon, parfait, impeccable. Ça marche. Donc, on est revenu sur la présentation? Oui, on est sur la présentation, séquence 2. Impeccable. Voilà. Ok. Donc vous savez ce que c'est qu'un RAG. Vous avez compris que voilà, Pata Outpal était le RAG sur le site qui était de la référence mondiale. Mais je vais vous montrer un outil qui est très intéressant, qui permet de vous faire votre propre RAG à vous, qui s'appelle Notebook LM développé par Google. J'ai aucun conflit d'intérêt ni avec Google ni avec personne. Enfin, si avec Pathology Hotline, étant donné que c'est à nous le chatbot, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup depuis bientôt 6 mois et ça vous permet de générer, enfin surtout d'à partir de vos propres sources que vous aurez pu alimenter, des recommandations de l'OMS, des articles scientifiques, des vidéos que vous avez trouvées sur Internet, n'importe quel support de savoir médical. Et ça vous permet de travailler uniquement dessus dans ce framework, dans les limites de ces sources. Du coup, ça vous permet de plusieurs choses en même temps. Je vais y consacrer, je vais prendre mon temps et je vais vous montrer étape par étape tout ce que vous êtes capable de faire. Donc, on parlait de l'infobésité tout à l'heure et du souci de filtrer l'information. Bah, c'est exactement ça que vous pouvez faire avec. En plus d'être un RAG, il y a des outils de recherche profonde qui vous, qui vous permettent de chercher des sources directement sur Internet et pas simplement de l'alimenter manuellement vous-même. Et ça vous permet pas mal de choses, d'automatiser de la veille sur certains sujets, qui va scraper à peu près tout, PubMed et tout le reste d'Internet. Et vous pouvez aussi faire des fast research qui permettent de rentrer un peu moins dans le détail. Et c'est intéressant parce que pour les gens qui ont des soucis avec l'anglais, ça vous met à disposition toutes les sources actuelles et il est capable de vous donner des sorties, des outputs de résumés, de podcasts ou de guides pratiques ou d'infographies dans la langue que vous voulez, donc en français. Et quand je vous dis que c'est bluffant, vous pouvez prendre n'importe quel papier et lui dire, par exemple, fais-moi une fiche récapitulative de la dernière modification de la sixième édition de l'OMS digestive. Et il va vous la faire en quelques secondes, voire minutes. Si vous avez, voilà, vous n'avez pas le temps vous avez des transports à prendre, vous avez un gros papier ou une recommandation très précise, vous pouvez aussi générer quelque chose que je fais souvent en voiture, c'est de demander de générer un podcast comme s'il y avait deux experts qui allaient débattre d'un sujet complexe pour pouvoir le vulgariser, vous l'expliquer, ou vous pouvez régler le niveau de complexité des explications. Donc, on peut faire des choses adaptées aux étudiants et aux experts et aux anapathes qui exercent. Donc, l'idée, c'est que les outputs, ils peuvent être sous plusieurs formats. Vous pourrez vous amuser à prendre le replay de ce webinaire, et c'est exactement ce que j'ai fait avec le webinaire précédent que le docteur Bissic a animé, et vous pouvez faire un résumé vidéo de quelques minutes qui va vous, voilà, dans un monde où on nous demande de plus en plus de choses et qu'on a moins de temps,
eh bien, vous pouvez, je vous montrerai étape par étape chacune de ces fonctionnalités. C'est vraiment très, 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 très bluffant. Et pour les étudiants et les internes, vous êtes capable de générer des quiz, des flashcards sur n'importe quel sujet. Donc, j'ai pris aussi, je vais vous montrer avec des cours de DES d'interne ce qu'on est capable de faire. Et donc là, je vous ai montré ce qu'on fait en théorie. Là, j'aime bien associer le geste à la pratique. Donc, pour le dernier OMS digestif, le 2026, je lui ai donné un article que j'ai trouvé sur PubMed, donc celui-là. Et pour donner un article, il suffit juste de cliquer sur Ajouter des sources et vous pouvez de manière très simple, soit prendre des fichiers que vous avez sur votre PC, donc importer des fichiers drag and drop, trouver des liens sur Internet, des vidéos YouTube, des choses qui sont sur votre Google Drive, ou vous pouvez lui demander tout simplement cherche-moi les dernières recos sur l'OMS digestif 2026 en pathologie. Bon, ça va mouliner, c'était juste pour montrer le principe de la fast research. Mais là, j'ai mis manuellement un PDF qui était en libre accès sur PubMed. Et derrière, je lui ai demandé, génère-moi une iconographie qui résume les grands changements de cette classification. Et vous verrez que c'est très rapide, c'est très bien fait. Après, il faut toujours vérifier parce que j'ai dit que ça hallucinait beaucoup moins, mais pour la génération graphique, il y a c'est fait avec des modèles qui sont pas encore parfaits, mais sur le texte, c'est beaucoup, beaucoup plus fiable. Mais déjà, le fait de pouvoir faire des fiches qui nous prenaient à l'époque où on était étudiant bah, du temps, hein, plein de stabilo et des fois s'y reprendre, en quelques secondes, vous êtes capable d'avoir iconographies très bluffantes. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'était la qualité bah, des podcasts. Donc, quand vous demandez de générer un podcast, par exemple, vous avez ces boutons-là qui vous permettent de générer des outputs, des contenus. Et quand il y a un petit crayon, ça vous permet d'ajuster les réglages. Donc, vous pouvez demander des petits briefings rapides, des analyses approfondies, dire fais-moi une analyse point par point de tous les points de cette. D'ailleurs, je vais vous montrer voilà ce que j'ai fait pour afficher le prompt personnalisé. Fait un débat au niveau pour une audience de pathologistes confirmés et fait un overview de tous les changements qui figurent dans cette OMS, qui est ce qu'il y a de neuf, et débat sur la séparation des tumeurs de l'intestin grêle en deux groupes anatomiques. Est-ce que ça facilite réellement le diagnostic ou pas? En gros, des choses un peu qui peuvent être obscures, hein, de demander de se concentrer dessus. Et je vais vous faire écouter rapidement 30 secondes qu'est-ce que ça donne. Bon, franchement, le podcast, il m'a bluffé. Je vous laisserai jouer avec vous-même. C'est pas que des généralités, ça rentre vraiment dans les détails. J'espère que vous l'avez. Hicham, tu peux me préciser, vous avez bien entendu le son du podcast ou pas? Non, 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 pas Ah, vraiment. Non, il y avait ah, un petit bruit de mince. fond. Un petit bruit de fond, C'est pas c'était pas grave. assez fort. Mais c'est pas grave, Pas vous avez grave. l'idée. Mais pour faire Oui. simple, vous On avez peut faire énormément. l'idée. Ouais. Vous êtes aussi, vous pouvez lui demander de vous faire un récap en texte que vous pouvez lire et qui tient sur 2-3 pages. C'est quelque chose de très, très, on va dire, qui a un rendement en termes de temps qui est non négligeable. Donc là, je me suis amusé à prendre la vidéo du webinaire Diagnostic précédent, animé par le docteur Bissig sur la biomol. Et donc déjà, quand vous lui donnez une source, à la fin, vous vous retrouvez avec des bibliothèques qui peuvent très vite monter. Et il suffit de cliquer dessus, il va vous donner un petit overview sur la source, il vous explique qu'est-ce que c'est. Donc voilà, c'est une vidéo du docteur Bissic qui explique voilà, comment on utilise des biomarqueurs diagnostiques, pronostiques, etc. Et je lui ai demandé de me faire un résumé vidéo de quelques minutes. Et,
vous avez une présentation comme un espèce de PowerPoint qui défile avec une voix off qui se fait en quelques minutes. Et le niveau de détail, le niveau de compréhension est vraiment bluffant. Donc vous pouvez, pour les étudiants ou n'importe qui, hein, quelqu'un qui a pas le temps de regarder un webinaire entier ou un podcast ou autre, il peut se faire son overview et son briefing très rapidement et c'est très 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 bien fait. C'est très très bluffant. Et pour les gens qui sont un peu frustrés de toutes les sources anglo-saxonnes, par exemple sur YouTube de connaissances en pathologie, bah, vous pouvez entre guillemets faire fi de cette barrière de la langue et vous pouvez prendre une vidéo que vous avez trouvée sur YouTube et de la même manière l'utiliser, dire par exemple c'était une, une vidéo du docteur Gardner sur les granulomateuses de la peau et je lui demandais de me faire bah, encore une fois une fiche de révision pour voilà, réviser rapidement. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui se fait en quelques minutes. Il faut toujours vérifier derrière la véracité. Et en plus, vous pouvez lui-même prendre cet output, le télécharger. Et par exemple, là, c'est un guide pour utiliser Pram. Donc, c'est d'ailleurs très facile de générer des sources. Par exemple, ça, c'est ce guide sur Pram, j'ai tout simplement copié la page de Pathology Outline. Vous allez tout simplement dans n'importe quel textbook. Si vous voulez l'utiliser comme référence sur un sujet, par exemple, là, c'est voilà, euh, sur la véracité des informations qu'on a sur cet anticorps, bah, je les ai entrées là et si vous voulez vérifier que votre fiche est bien faite, vous pouvez, au lieu de le faire manuellement, la, la, la rajouter en source. Donc c'est le dernier dossier. Ça s'appelle Unnamed, c'est cette fiche de révision. Et je peux lui dire vérifie la véracité des infos de cette fiche. Et vous pouvez le restreindre dans, cette, dans ce qu'il cherche. Par exemple, il va se baser que sur la source de de Pathology Outline si je ne sélectionne pas autre chose. Donc, vous pouvez vous lui demander autre chose, de vérifier les infos de la fiche name, qui est, bon, je pense que je suis un peu vite, mais normalement, elle aurait dû être sélectionnée. Mais vous verrez que, bon, on va passer au cas d'après, on reviendra après le temps que ça se fasse, parce que les choses prennent un peu de temps en fonction de votre connexion Internet. Mais vous êtes capable aussi de demander des fiches heuristiques. J'avais lu un bouquin quand j'étais étudiant qui s'appelait le Mind Map, et ça permet de poser en fait mentalement mieux apprécier les classifications et les chapitres avec plein de euh, sous-chapitres pour essayer d'apprécier la séparation des entités et leurs liens. Et ça permet d'avoir une vue une overview, pardon, je trouve pas d'équivalent en français, de toutes les entités qu'on peut avoir dans un chapitre très facilement. Et donc les mind maps, ça prenait énormément de temps à faire, et là, vous les avez en quelques secondes. Et important pour les internes et les étudiants, c'est que vous êtes capable de générer des quiz en temps réel à partir de n'importe quelle source. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de peau non inflammatoire. Donc dans un derme très occupé, quel est le motif architectural classique pour observer un faible grossissement dans une nécrobiose lipoïdique? Je vais probablement dire des bêtises. Donc une prolifération. Eh ben non, c'était ça. Vous voyez le concept très rapidement. Et toujours pour les internes, j'ai pris d'ailleurs s'il est là, je l'embrasse, le professeur Châtelain, des sources de la plateforme CIDES que j'avais gardé de la fin de mon internat. Et on peut de la même manière utiliser ça comme source de travail pour pouvoir faire des fiches de révision, des présentations, par exemple, tout simplement. Fais-moi une présentation rapide qui euh, résume rapidement la différence entre les différents types de colite aiguë, hein, une présentation que j'ai vue plein de fois par le docteur Châtelain, enfin professeur, pardon, et c'est des photos que je connais par cœur, mais j'ai été bluffé à quel point il a pu, à partir d'une vidéo, reconstituer une présentation et très rapidement. Donc, bon, après, il y a des petites modifications parce qu'il y a des iconographies générées par IA, mais c'est vraiment, vraiment très bluffant.
Et les flashcards, en dehors des quiz, voilà, c'est ça, c'est ce genre de choses. C'est les fiches d'apprentissage. C'est vraiment pas mal. Encore une fois, sur les Qualit, par exemple, on peut, après avoir appris un cours, voir si on, voilà, si on n'a pas fait de bêtises, si on l'a bien appris, à chaque fois, se tester sans que ce soit un quiz à QCM en live. Donc voilà, avoir des items, quels sont les profils des patients à risque de colit pseudomembraneuse. Si je dis pas de bêtises, c'est les gens qui prennent des laxatifs à long terme. Ah voilà. Ah bah non, chirurgie récente, je dis des bêtises. Ah non, non, c'était la pseudo-mélanoscolique, les laxatifs, autant pour moi. Donc voilà, la preuve qu'il faut que je révise un peu plus. Donc l'idée, c'était de vous montrer qu'à partir de n'importe quelle source sur Internet, vous pouvez générer votre propre notebook et le spécialiser pour vous donner des contenus originaux qui vous permettent de digérer pas mal d'informations médicales. Et la dernière chose que je vous ai pas montré, c'était tout à l'heure, j'ai fait une fast research qui a dû aboutir là ou qui tourne toujours. C'est que vous pouvez faire ça, mais pour de la recherche profonde. Donc vous sélectionnez Deep Research, et là, si vous avez une bibliographie à demander, vous pouvez le faire. Faites-moi la bibliographie du sujet X, Y ou Z, et il va vous retrouver, il va scraper Internet pour essayer de vous donner tous les sources qui en parlent, et vous sélectionnez celles que vous trouvez pertinentes. D'ailleurs, il fait un pré-tri, et une fois que c'est fait, vous pouvez l'ajouter à votre notebook. Donc, je le rappelle, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Google, c'est juste que c'est un outil que je trouve formidable, et je tenais à le partager avec vous. Mais vous allez vous retrouver avec rapidement une abondance de fiches dans votre dossier téléchargement, des contenus sympas, des iconographies. D'ailleurs, vous voyez pas mal de monde publier des choses sur les réseaux, LinkedIn, etc. C'est souvent fait avec ça. Mais je vous conseille un autre outil qui disclaimer, n'est pas de l'IA et qui s'appelle, enfin, je vais vous en montrer plusieurs, mais moi je préfère Obsidian. Donc, c'est des espèces de coffres-forts ou de solutions pour stocker vos fichiers, vos informations. Il y en a plein, hein. Il y en a pas un que je vais trouver meilleur que l'autre en ligne. Et il y en a un on va dire, pour lequel j'ai une préférence qui s'appelle Obsidian parce qu'il a la, comment dire, l'avantage d'être purement sur votre disque dur. C'est complètement coupé d'Internet. Et par exemple, quand vous allez, voilà, tout à l'heure, je vous ai montré, quand vous téléchargez des choses, ça finit ici. Et au lieu voilà, de les perdre et de se retrouver avec un dossier téléchargement un peu comme le mien qui est beaucoup trop, on va dire, chargé, vous pourrez prendre votre fiche, faire un drag and drop et la mettre là. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des vues un peu comme les cartes heuristiques que je vous ai montré tout à l'heure, et vous pouvez créer des liens entre les choses. Bon, donc là, je fais un peu n'importe quoi parce que c'est de la peau et du digestif, mais vous pouvez organiser vos notes avec une vision en vue d'avion qui vous permet de tout mettre au même endroit, de créer des liens de cause à effet. Et bon, je ne suis pas le meilleur des utilisateurs, j'ai commencé il y a quelques semaines, mais par contre, il y a pas mal de tutoriaux qui sont bien faits sur Internet, je vous invite à les regarder et à essayer vous-même. Donc, je pense que je suis allé beaucoup plus vite dans mes tests que prévu. Je pensais tenir 45 minutes. Donc, vaut mieux tard vaut mieux tôt que finir en retard. Donc, ça nous laisse plus de temps pour faire des questions-réponses. Donc, Hicham, je te laisse la parole pour animer la session Q&A. En tout cas, merci pour votre attention. Ah oui, pardon, c'était ce que j'étais en train de dire sur Obsidian. Et ça vous permet aussi d'avoir des fiches organisées que vous pourrez réalimenter derrière en fonction du contexte dans d'autres notebooks. Et c'est un cercle vertueux qui vous permet de ne plus être noyé sur l'accès habituel à Internet, PubMed, télécharger sur votre PC et vous débrouiller vous-même avec vos fichiers. Donc, le mot de la fin, c'est que l'IA ne remplace pas l'expert, hein, elle fait que l'augmenter. Hein. Et je vous invite aujourd'hui à pas vous poser la question de quand est-ce qu'il faut ou pas utiliser ces outils, mais plutôt quand est-ce que vous y mettez. Et je vous invite fortement à le faire. Merci pour votre attention. Ah, merci à toi, merci, c'était très intéressant. Juste pour meubler un peu avant, je sais pas, ce que tu peux parler un peu de ta solution aussi?
Parce que ça serait intéressant de voir en pratique ce que toi tu fais dans la chaîne de valeur Anapat. Je Ah, sais en que les pratique, outils, ouais, ça serait, bon, je sais pas, j'avais pas prévu de le faire parce que ouais, je pense que j'ai fait un peu moi, je trop, sais, je pense un peu beaucoup que d'auto-promo, mais très tu peux rapidement, 5 minutes au hasard discuter ouais, mais c'est vrai que ouais, bon, je pense que ça serait, je je vais vous trouver un petit support rapidement. pense que J'avais tu pas vas du tout l'avoir prévu de le rapidement. faire, Ouais, mais mais bon, pour, même dans l'ADN de cette présentation, le pré-analytique est important. Je pense qu'on a des amis africains et tout. Les outils sont vraiment importants pour la formation. Merci de nous avoir enseigné pour le notebook LM qui me posait quelques petits problèmes d'accès. Bon, j'ai fait quelques exercices pendant que tu parlais et c'est très intéressant. Je pense que maintenant, dans la formation et l'éducation, c'est des outils qu'il faut maîtriser. Et puis, je te passe la main juste pour un petit scope sur ce que tu fais. Ça serait intéressant. C'est important. Mm. ok, bah merci beaucoup, merci de l'idée. Je pensais pas présenter ce qu'on fait, mais très rapidement, pour le contexte, l'IA, je me suis mis dedans il y a assez longtemps. J'ai commencé à faire ma thèse dessus en 2017 parce que j'ai tout de suite vu avec la vague du deep learning un potentiel important et je me suis dit, voilà, on est au début de la découverte du moteur explosion. Il faut l'apprendre au tournant et l'utiliser pour la NAPAT. Donc j'avais fait ma thèse sur l'application du deep learning à l'interprétation des frottis, avant même que ça devienne la mode, hein, et je crois que j'ai dû être la première thèse de médecine en France à être sur le sujet. Et derrière, j'ai un petit peu réalisé un rêve de gamin qui était d'être inventeur, parce que je voulais inventer des choses qui sont utiles. Et j'ai vu pas mal de petites choses améliorables et perfectibles dans les workflows des labos. Et je me suis dit, ah, ça serait bien que je puisse faire la macro tout seul sans être obligé d'être secondé par une technicienne qui s'ennuie à côté de moi. Pourquoi je suis obligé de faire ceci à la main? Et à la fin, à force d'accumuler ces idées, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et que surtout les technologies ont émergé au bon moment. Donc on a lancé une startup qu'on a appelée Algoscope, hein, comme algorithme et scope, vision, microscope. Et notre, on va dire, spécialité, c'est le workflow. On est les premiers d'ailleurs à utiliser ce terme depuis un bout de temps, ça fait plusieurs années. À l'époque, tout le monde était bloqué sur le diagnostic, le pronostic, etc. Et nous, j'ai tout de suite compris que les lames virtuelles, il y avait trop de monde dessus et que ça allait prendre un temps fou à générer les bases de données, entraîner des algos qu'on puisse certifier, le temps de certifier quelque chose. Les technologies étaient déjà périmées, du coup, j'ai même pas voulu me lancer là-dedans. Et l'idée, c'était de faire des solutions concrètes qui changent le labo tout de suite et qui pas dans un avenir hypothétique. Donc, on a inventé une suite qui s'appelle la suite AlgoPath. L'objectif, c'était d'utiliser toutes les technologies accessibles, pas simplement du deep learning, mais du computer vision, de la modélisation 3D, même des choses qui ne sont même pas de l'IA, pour pouvoir améliorer le flux de travail, c'est-à-dire le parcours du prélèvement entre le moment où il sort du patient au moment où on monte la lame. Parce que il s'en passe des choses, c'est manipulé par plein qu'on appelle ça, de professionnels de santé différents. Et je vais peut-être passer en mode présenteur parce que je vais pas vous faire toute la présentation, elle est trop longue. Je vais sauter, je vais essayer d'être le plus concis possible. Et pour vous donner une idée de ce qu'on fait, j'ai commencé par quelque chose j'imaginais quand je faisais de la macro. C'est VoxelPath. Oh, pardon, excusez-moi, ça charge. Ah ouais, je suis à Oxford, là, j'ai des petits soucis de connexion. Mais vous savez quoi, je vais quitter le mode présentateur. Je pense que c'était assez grand, vous pouviez voir. Donc c'était une machine que j'avais imaginée à l'époque où j'étais encore interne et que je faisais la macro parce que notre chef de service nous interdisait de faire la macro tout seul et moi ça me frustrait beaucoup. Et je me suis dit, et pourquoi je pourrais pas remplacer une technicienne qui a bac plus 3 et qu'on bloque à ce poste pas très intéressant pour elle, juste pour prendre des notes et pour noter ce qu'on mesure. Du coup, je me suis dit, ça serait bien qu'une machine puisse le faire à ma place et surtout vérifier ce que je suis en train de faire parce que étant très tête en l'air, j'ai bien été sauvé quelques fois par des techniciens qui me disent mais c'est pas la bonne cassette, attention. Et j'ai voulu reproduire cette expérience avec une machine. Du coup, on utilise une techno qui s'appelle le computer vision ou vision assistée par ordinateur pour analyser ce qui se passe en temps réel. Vous voyez, il y a des petits carrés autour du flacon, c'est tout simplement qu'un algorithme l'a interprété comme étant un flacon fermé, et à la seconde où il a été ouvert, on a tracé que tel jour, telle heure, tel technicien a ouvert tel flacon.
Et ce pourquoi? Pour pouvoir prendre une photo du haut du prémisse de l'action, c'est-à-dire ouvrir un flacon, provoque cela, il n'y a besoin de toucher aucun bouton. Et l'idée, c'est de pouvoir prédire, enfin plutôt, éviter, se prémunir des inversions. Parce qu'à la seconde où on pose un autre contenant ici, par exemple une cassette, si le numéro est discordant, en temps réel, c'est comparé et on dit attention, vous êtes sur le point de faire une erreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait développé dès 2022. C'était pour les use cases des biopsies et en plus de vérifier l'identito-vigilance, on fait gagner un peu de temps aux techniciens parce que d'habitude, voilà, ils transvasent les biopsies, ils comptent, ils lâchent leur pince, ils écrivent ça sur le bon de demande. Et ben là, on compte à leur place. Donc, il n'y a plus besoin d'écrire quoi que ce soit. Ça fait gagner du temps en efficience opérationnelle. C'est très, comment dire, rentable parce que vous n'avez plus besoin de faire la macro A2. Ça arrive même encore dans pas mal de labos. Et tout ce qui est noté à la main et mesuré à la règle, ben, on le fait à leur place. Et ça permet voilà, de standardiser la métrologie et surtout de supprimer le papier. Donc on fait ça sur pas mal de types de prélèvements, pas que les biopsies. On est capable de faire à peu près n'importe quel type de tout ce qui se fait en anapath. Donc voilà, on est capable de faire des mesures ou tridimensionnelles, de peser parce que on a des capteurs de poids sur la machine. Et tout ce qu'on fait est enregistré. Les annotations sont toujours numériques. Il n'y a plus besoin d'avoir le bon, tout simplement, un bon papier avec plein de taches de sang et d'encre, ça manque à personne. Et ça permet voilà, d'avoir 100% de la documentation du prélèvement et on a poussé le vice jusqu'à être capable en quelques secondes de faire la modélisation 3D des pièces opératoires, pas pour faire gadget, pas pour faire joli, mais pour être capable à la fin de justifier tout ce qui se passe. Parce qu'à la fin, c'est votre lame qui fait foi, c'est elle que vous avez gardé plusieurs dizaines d'années dans le public, dans des archives, mais qui vous dit que cette lame a été préparée avec la meilleure des tranches, là où la tumeur était la plus proche euh, de la limite bronchique, par exemple. Pas rien du tout. Aujourd'hui, vous croyez sur parole un humain qui l'a fait, et le souci, c'est que l'humain, comme l'adage latin dit errare humanum est, on oublie, on fait des erreurs, on peut confondre des choses. Et le fait de pouvoir justifier tout ce qu'on fait, c'était ça l'intérêt d'avoir la 3D, de pouvoir capturer l'intégrité physique enfin, numériquement des pièces complexes et d'être capable de dire bah, cette lame, je l'ai préparée avec cette tranche parce qu'elle venait de ces coordonnées. Et je vais aller un petit peu à la fin parce que voilà, je peux pas trop m'étaler, mais on a au final une traçabilité du prélèvement étape par étape et à chaque poste de technique du laboratoire et même chez le prescripteur, je ne peux pas tout montrer, mais on a des solutions aussi au bloc opératoire. Jusqu'au montage de la lame, on documente les choses, on vérifie les actions, les transvasements par des algorithmes. Et par exemple, on vérifie la concordance des contenants avec les cassettes. Quand vous avez 2 biopsies dans une cassette, vous êtes censé en avoir 2 dans votre moule et on recompte ici. Si vous en avez plus, on vous le dit. Si on en a moins, il y a une alarme qui dit attention, vous avez perdu un prélèvement. On a même des caméras sur le microto, mais c'est pas on va dire, c'est pas de la rocket science. Hein, on met des caméras partout. C'est assez simple. Mettre une caméra sur un microtome ou sur un plateau de lame, ça ne nécessite pas des investissements faramineux, mais ça permet de digitaliser une partie importante des workflows d'Anapat parce que pour moi, l'Anapat, elle commence à partir du moment où le prélèvement sort du patient. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer et tout influe sur le diagnostic. Donc, si vous n'avez pas les renseignements cliniques, si on a inversé un pot, si on n'a pas utilisé le bon fixateur, si on a, voilà, si on a trop dégrossi un bloc, si on a perdu un prélèvement à l'inclusion, bah, tout ça, ça va impacter votre diagnostic. Et notre objectif, c'est d'améliorer le flux de travail en efficience, parce qu'on fait gagner du temps, on a des solutions d'enregistrement automatisées, on fait ça depuis très longtemps, on a des clients depuis 2024, et on vérifie aussi toutes les informations sur les bases de données publiques, le prescripteur, et on rentre les données de facturation, donc ça fait gagner énormément de temps secrétaire, du temps technicien en macro, et ça améliore surtout la traçabilité de vos prélèvements. Et vous êtes bien content le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir prouver que vous avez tout fait correctement. Bon, excusez-moi pour cet aparté, je ne m'attendais pas du tout à faire vraiment, sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à faire une présentation Non, sur ce non, qu'on fait. tu maîtrises, c'est très bien, et puis ça donne un aspect pratique de ce que c'est que l'IA dans le pré-analytique. Je te remercie pour
ce one man, je dirais, bon, on a un peu, c'était pas prévu, mais je crois que c'est intéressant. Moi, je voulais Ah, juste savoir, euh, dans ta pratique courante, comment tu utilises l'IA euh, comme copilote. Est-ce que j'aimerais bien que comment tu inventes avec l'IA? Et quel a été ton parcours aussi? Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans? Qu'est-ce qui m'a fait tomber dedans? Bah, je vais essayer de répondre en 3 points. Dans ma pratique, quotidienne, je l'utilise littéralement tout le temps, tous les jours. J'en ai besoin pour, et pas déjà gérer, en tant que chef d'entreprise, c'est très chronophage de gérer des échanges avec, bah, prospects, clients, distributeurs, sous-traitants. Donc, bon, je pense un peu comme tout le monde pour gérer les échanges textes, mais surtout pour, essayer d'ordonner mes données. On a énormément de documents, un SharePoint pour la qualité, le réglementaire, parce que fabriquer une machine qui devient un medical device, bah, c'est beaucoup de travail. Et on n'a qu'un seul cerveau, on a que 24 heures dans une journée, du coup on essaie d'en faire le mieux. Ce que je préconise aux gens, c'est de garder un peu de temps dans la semaine juste pour faire de la veille sur les nouveaux outils. Ça va tellement vite qu'on a besoin de consacrer du temps juste pour essayer de suivre. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Algoscope. On essaie dès qu'il y a une technologie au vol, on essaie de la prendre, de prendre le train en marche. Et c'est comme ça qu'on a réussi à développer toutes nos solutions aussi rapidement et surtout des solutions qui peuvent travailler en temps réel. Parce que voilà, dans le libéral, les gens, ils n'ont pas le temps d'attendre. Hein, donc, on a des solutions qui font aller soit plus vite, soit qui ralentissent pas. Et ça, c'était des critères d'acceptation très, très difficiles. Et l'IA et les différentes briques technologiques qui sont sorties les dernières années nous ont bien aidés. Mais si je me remets dans ma peau d'interne ou ma peau de praticien libéral les dernières années, j'aurais beaucoup aimé avoir ces outils, notamment NotebookLM, au lieu de lâcher mon microscope, descendre à la bibliothèque, chercher dans des bouquins ou passer quelques dizaines de minutes sur plein de textbooks sur pathologie outline, de pouvoir répondre aux questions dont on a besoin dans l'instant. Voilà, c'est pour ça que le même manteau de pathologie a été fait, c'est qu'on nous demande de connaître énormément de choses. On ne peut pas tout retenir par cœur, on a souvent des trous, c'est des connaissances qui se mettent à jour très rapidement. Et poursuivre, je pense que c'est ce qui, autant dans les connaissances médicales qu'autre chose, hein, moi je suis obligé de suivre dans d'autres domaines aussi, mais ça permet en termes d'automatisation de tâches rébarbatives un confort non négligeable, notamment pour bah, la veille sur la recherche et notamment sur ce qui sort en IA et en réglementaire. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Bah, très bien, ça fait un élément clair. Je sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je sais pas si on a le temps de prendre des questions déjà. Je vois pas. Hmm. C'est vrai qu'il reste 10 minutes, je pense. Oui. Is it possible to have some question from the audience? Thank you very much. That means a lot. Allez, Okay. Bye, salut, everyone. salut. Have a Ouais, nice salut. day. Ouais.